Venom, une PME française partie de 20 mètres carrés à Rungis en 2006. Aujourd'hui, ils habillent 700 combattants UFC. Chaque événement, chaque pays, chaque poids. Le logo du serpent est partout. Reebok avait signé un contrat de 70 millions de dollars avec UFC. 6 ans plus tard, ils se sont fait virer. Tap Out dominait le MMA dans les années 2000, ils ont disparu. Affliction était dans tous les centres commerciaux américains, Fight. Et c'est une boîte française, sans le budget, sans la notoriété qui a raflé la mise dans un sport américain, sur le sol américain, face aux géants. Le truc contre-intuitif, Venom n'a jamais eu le meilleur produit. Ils n'ont jamais eu le plus gros budget marketing, ils ont fait quelque chose de plus malin, ils ne sont pas devenus la marque de l'UFC, ils sont devenus l'UFC lui-même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment Venom a transformé un simple contrat de sponsoring en une prise de contrôle totale d'un sport à 12 milliards de dollars et pourquoi leur stratégie est la plus brutale leçon de domination de marché que j'ai jamais étudiée. Pour comprendre le coup de maître de Venom, il faut remonter le temps. Avant, l'UFC, c'était le Far West. Un chaos visuel total, chaque combattant était un homme sandwich. Son short était une mosaïque, les logos criards qui se battaient pour quelques secondes de visibilité à l'écran, Tap Out, Affliction, Bad Boy, c'était une guerre de tranchées publicitaires, où les marques payaient une fortune pour un espace sur un athlète qui pouvait tout perdre en une seule soirée. Un modèle coûteux, imprévisible et, soyons honnêtes, profondément amateur. Comment Venom a soumis le marché du fightwear? Les rois de l'époque, Tap Out et Affliction se sont effondrés. Comme le disait Franck Dupuis, cofondateur de Venom, ils ont vendu leur âme en passant de l'octogone au centre commercial. En se banalisant, ils ont perdu leur légitimité, cette monnaie si précieuse dans le monde du combat. Et pour l'UFC qui rêvait de jouer dans la cour des grands comme la NBA ou la NFL, ce désordre était un cancer. Il fallait nettoyer l'image, professionnaliser l'arène, reprendre le contrôle. En 2014, ils pensaient tenir la solution, un deal à 70 millions de dollars sur 6 ans, avec un géant mondial, Reebok. Du jour au lendemain, tous les autres sponsors sont bannis, le chaos est remplacé par l'uniforme. Sur le papier, le plan est parfait. Dans la réalité, ce sera un fiasco total. Reebok commet l'erreur classique du géant qui débarque dans une culture qu'il ne comprend pas. Ils n'ont pas vu le MMA, ils ont vu une sous-catégorie de leur rayon fitness. Ils ont imposé des designs génériques, sans âme, des templates qui effaçaient l'identité même des combattants. Comme le disait l'ancien champion Daniel Cormier, ils ont essayé de nous mettre dans une boîte. Pire, l'erreur technique vire à l'humiliation publique. L'anecdote est devenue une légende. La production d'un maillot pour le combattant Gilbert Melendez, où son nom était mal orthographié, Gibler, est devenu le symbole de la déconnexion totale. Les fans ont détesté, les combattants se sont sentis méprisés. Reebok n'était pas un partenaire, c'était un occupant. Pendant 6 ans, l'authenticité a été sacrifiée sur l'autel de la professionnalisation. L'UFC avait nettoyé la cage, oui, mais pour y installer un partenaire qui ne parlait pas la langue du combat. La porte était grande ouverte, pas pour un simple fournisseur, pour un sauveur. Quand l'UFC annonce en 2020 que Venom remplacera Reebok, la communauté applaudit. Pourquoi? Parce que Venom, eux, ils ne débarquaient pas. Ils étaient nés dans l'arène. Leur stratégie, dès le départ, a été celle d'un encerclement. Plutôt que d'attaquer le marché américain saturé, ils ont commencé par le Brésil, le berceau du jiu-jitsu brésilien. Ils ont équipé des légendes comme Wanderlei Silva et José Aldo, puis ils ont construit leurs propres usines en Thaïlande, le cœur du Muay Thai. Ils n'ont pas acheté leur crédibilité, ils l'ont construite, patiemment, dans la sueur des salles d'entraînement. En signant avec l'UFC, ils n'ont pas simplement vendu des vêtements, ils ont vendu ce que Reebok ne pourrait jamais fabriquer, la légitimité. Pour l'UFC, c'est un moyen de se reconnecter avec sa fanbase, pour Venom, la consécration. Mais le vrai coup de maître est invisible pour le spectateur. Ce n'est pas un logo, c'est une machine. Fournir des kits de combat personnalisés à près de 700 combattants pour des événements chaque semaine, partout dans le monde. C'est un cauchemar logistique. On parle d'environ 30 000 articles uniques à produire et livrer chaque année sans la moindre erreur. Un cadre de l'UFC l'a dit, l'exécution c'est 90% du travail. Là où Reebok s'est ridiculisé avec un nom mal orthographié, Venom a bâti une forteresse opérationnelle.
Ils n'ont pas seulement gagné un contrat de sponsoring, ils sont devenus une partie vitale de l'infrastructure de l'UFC, une infrastructure si essentielle que leur absence créerait une crise. Ils ne sont plus partenaires, ils sont la norme. Alors comment appliquer cette stratégie à votre échelle? Comment passer du statut de marque visible à celui de marque incontournable? Leçon 1. Arrêtez de parier sur les joueurs, possédez le stade. Venom a compris que miser sur un seul combattant est un risque. Miser sur la ligue entière est une certitude. Dans votre marché, quel est le stade? Ce n'est peut-être pas une ligue sportive, c'est peut-être le plus grand salon professionnel, le logiciel que tout le monde utilise, la certification la plus respectée ou le média de référence. Au lieu de vous battre pour la visibilité auprès de 20 influenceurs, devenez le partenaire exclusif de l'entité qui définit votre écosystème. Cessez d'être un acteur dans le jeu, devenez le plateau de jeu. Leçon 2. L'authenticité n'est pas une valeur, c'est une barrière à l'entrée. Reebok avait l'argent et la renommée, mais ils ont perdu parce qu'ils n'étaient pas du sérail. L'authenticité, ce n'est pas un mot à mettre sur votre page à propos, c'est une arme. C'est embaucher des passionnés, créer du contenu qui démontre une connaissance intime du secteur et parler le langage de vos clients les plus exigeants. Si vous vendez à une tribu, vous devez être un membre de cette tribu, sinon vous serez toujours perçu comme un touriste. Leçon 3. Transformez la complexité en forteresse. La logistique de Venom est sa douve invisible. C'est la partie ennuyeuse, mais c'est ce qui rend leur position si difficile à attaquer. Identifiez le problème le plus complexe et le plus frustrant de votre secteur. La livraison, la personnalisation, le service client, ne le fuyez pas, maîtrisez-le. Devenez si exceptionnel dans la résolution de ce problème que vos concurrents ne pourront ou ne voudront même pas essayer de vous copier. La complexité que vous maîtrisez devient votre avantage concurrentiel le plus durable. L'histoire de Venom est une masterclass sur le pouvoir. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'avoir le meilleur produit, c'est de devenir l'écosystème dans lequel la qualité de votre produit n'est même plus le sujet principal. Venom nous montre que la domination d'un marché ne se gagne pas en criant plus fort que les autres, mais en s'intégrant si profondément dans le tissu de son industrie que si vous vous en retirez, tout s'effondre. La question que vous devez vous poser n'est donc pas « comment puis-je vendre plus ?», mais « quelle est l'infrastructure de mon marché et comment puis-je en prendre le contrôle ?» Chez Alexandrie, nous transformons la complexité digitale en clarté stratégique. Si construire ce genre de forteresse est votre obsession, alors on devrait en discuter. Et si cette analyse vous a plu, abonnez-vous.